L'économie de la Réunion, île française de l'océan Indien, présente-t-elle des spécificités que les indicateurs macroéconomiques comme la démographie, le PIB, l'emploi et le chômage, les échanges extérieurs sont susceptibles de nous révéler? Connaissez-vous la notion de dividende démographique? C'est ce que nous découvrons de suite avec Philippe Narassiguin, docteur d'État en sciences économiques, dans cette émission consacrée spécifiquement à l'économie de la Réunion. Oui, nous sommes heureux de vous retrouver pour ces causeries de l'économie, ces grandes questions économiques contemporaines, où nous allons nous intéresser à l'économie de la Réunion par l'intermédiaire des grands indicateurs économiques. La première partie sera consacrée aux indicateurs macroéconomiques et nous retrouvons Philippe Narassiguin. Comme pour toutes les émissions, bonjour Philippe Narassiguin. Bonjour Christophe Porlier. Alors toutes les émissions de sciences économiques, une grande partie effectivement consacrée aux grandes questions économiques. Alors vous nous proposez cette fois de découvrir l'économie de la Réunion, d'analyser les indicateurs macroéconomiques de l'économie de la Réunion. Tout à fait. Alors les indicateurs macroéconomiques, il y en a énormément. Ce sont des indicateurs globaux que les économistes calculent à travers un document comptable qui s'appelle la comptabilité nationale, à ne pas confondre avec la comptabilité privée des entreprises, de chaque entreprise. Par conséquent, les indicateurs macroéconomiques, vous en avez quand même un certain nombre. La consommation globale, l'investissement global, l'emploi, le chômage, les indicateurs d'emploi, de chômage bien sûr, les indicateurs concernant la croissance économique à travers le PIB, le calcul du produit intérieur brut. Vous avez aussi les indicateurs donnés par la balance des paiements, les échanges extérieurs, les flux d'investissement direct étrangers, flux d'investissement de portefeuille, etc. Les balances, tout ce qui est par exemple la balance touristique dont on a déjà parlé. Donc tout ça, ce sont des grands indicateurs macroéconomiques qui permettent de comprendre la structure même d'une économie. Est-ce que la structure lourde en quelque sorte d'une économie, les fondamentaux d'une économie, est-ce que cette économie est bien équilibré, bien structuré? Est-ce qu'il y a un équilibre entre les grands secteurs, secteur primaire, secteur secondaire, secteur tertiaire, secteur industriel, etc. Ou est-ce que l'économie, l'administration publique, ou est-ce que l'économie dépend d'un secteur ou de deux secteurs au maximum, par exemple? Auquel cas, l'économie n'est pas bien diversifiée. Donc tout ça, ce sont des indicateurs macroéconomiques. Et donc nous avons deux parties, effectivement, dans ces deux webinaires. Une partie consacrée aux indicateurs macroéconomiques et une autre partie aux indicateurs de filière que moi j'ai appelé microéconomiques. Filière d'activité, bien sûr. Très bien, Philippe Narassiguin. Nous allons, effectivement, vous venez d'introduire cette émission avec une précision sur la définition et vous allez, je pense, au cours de l'émission, repréciser un certain nombre de définitions. Je sais que ça, c'est un peu votre marque de fabrique, de donner des définitions avant qu'on parle du concept et qu'on analyse les chiffres et donc les statistiques proposées par les instituts de statistiques régionaux en particulier. Alors, le premier indicateur dont vous souhaitiez nous parler, c'est la démographie. Alors, qu'en est-il de la démographie à La Réunion? Alors, effectivement, la démographie fait partie aussi des indicateurs macroéconomiques et nous avons une bonne démographie à La Réunion dans la mesure où le solde des naissances est quand même positif, dans la mesure où le nombre de naissances par femme est, je dirais, permet un renouvellement finalement de la population et que également c'est une population jeune, on va dire, plutôt jeune. Si on prend, et donc on va regarder la structure démographique, parce que quand on parle de démographie, il faut voir la structure démographique. La Réunion, entre 0 et 19 ans, 29,1%. Entre 20 et 39 ans, 23,6%, entre 40 et 59 ans, 27,3%, 60-74 ans, 14,5%, et enfin 75 ans et plus, 5,5%. Donc on voit un écart significatif par rapport à la France métropolitaine. Donc la Réunion présente le visage d'une population relativement jeune. Et si on prend, la tranche d'âge 0-39 ans, celle-ci est encore en tout cas majoritaire avec 52,7%. 52,7% voilà. Pour environ 46-47% pour la France métropolitaine. Voilà. Néanmoins, la Réunion, c'est une population qui vieillit dans la mesure où le taux de natalité diminue progressivement, même si elle reste supérieure
à celle de la France métropolitaine, donc 15,7 pour 1000 contre 10,9 pour 1000 en France métropolitaine. Donc on voit que si on prend les projections démographiques à l'horizon 2050, les plus de 60 ans représenteront quand même 26, donc plus du quart de la population totale de La Réunion. Plus du quart de la population totale de Réunion. Alors Philippe Narasiguin, c'est pas anodin, vous commencez par la démographie. En quoi est-ce important de s'intéresser comme éducateur à la démographie ? C'est très important parce que dans la démographie, vous avez tout pour un économiste. Alors, évidemment, les démographes, eux, ils ont d'autres applications. Concernant la démographie, eux, ils vont se spécialiser sur les indicateurs purement démographiques, ce qu'ils peuvent dégager, eux, en tant que démographes, par territoire, par commune, par région, au niveau international, comparaison inter-européenne, par exemple, si on est dans l'Union européenne. Mais nous, en économie, on va se focaliser sur une question importante qui est la question du capital humain. C'est-à-dire qu'effectivement, j'entends tout le temps parler du fameux dividende démographique que les économistes emploient, mais il faut bien comprendre que ce dividende démographique ne peut marcher, si je puis dire, ne peut être opérationnel que si le niveau du capital humain est élevé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'effectivement, quand vous avez une population jeune, cette population jeune, elle peut entreprendre, elle peut créer des nouveaux projets, elle peut créer un tissu économique de plus en plus performant. Ce n'est pas à 70 ans, en général, qu'on crée son entreprise, par exemple. Et elle peut être employée dans des entreprises performantes. Et à partir du moment où le niveau du capital humain est de plus en plus important, les entreprises, par exemple, de haute technologie ou d'autres entreprises similaires peuvent employer des personnes qui apportent à l'entreprise une valeur ajoutée supplémentaire. C'est ça le bon capital humain. Or, à La Réunion, comme d'ailleurs en France métropolitaine, nous avons un niveau de capital humain qui se dégrade, c'est-à-dire que le niveau des savoirs, au niveau linguistique, au niveau scientifique, n'est pas celui qu'il faudrait dans une économie internationale en pleine compétition. Et donc, ça va rejaillir aussi, à la fois au niveau microéconomique, mais au niveau macroéconomique, sur nos échanges extérieurs, sur notre compétitivité internationale. Au niveau microéconomique, parce que les entreprises ne vont pas trouver de gens formés, et ça c'est un problème. Et par ailleurs, au niveau de nos exportations, nous allons régresser en termes d'exportation, parce que nous ne sommes pas compétitifs, donc nous ne pouvons pas être un territoire compétitif, donc participer pleinement à la progression du pouvoir d'achat, des revenus, à la progression de la présence, par exemple, de La Réunion dans l'ensemble océan Indien, si on prend un espace beaucoup plus restreint, ou même aux exportations de La Réunion vers la France métropolitaine ou en Europe. Donc vous voyez que, en réalité, cette question de dividende démographique, elle est au cœur de notre problématique actuelle, d'autant plus que si effectivement on n'exploite pas ce potentiel démographique, ce dividende démographique aujourd'hui, dans les 10 ans qui viennent, finalement nous aurons raté une occasion de nous développer. Alors Philippe Narasiguin... Parce qu'en 2050, vous voyez que 2050 c'est pas loin, c'est dans 28 ans, 27 ans, enfin un peu plus de 28 ans, on va dire un peu plus de 27 ans maintenant. Vous voyez que dans 27 ans, la messe sera dite. Alors revenons sur cette question. En quelque sorte, c'est ça en fait. Il y a quand même quelque chose, je pense que les personnes qui nous regardent vont se poser la question, comment se fait-il un département donc français qui est doté de tous les moyens en termes éducatifs, en termes d'écoles, en termes de lycées, en termes de centres de formation, en termes d'université, très belle université, ce que nous faisons aujourd'hui, nous sommes à l'Université de La Réunion, à cette université numérique en est l'exemple. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'une part significative de la jeunesse manque de qualification ? Tout simplement parce que le niveau a baissé, qu'on a baissé les niveaux d'examen, que les niveaux de bac, par exemple, se sont largement détériorés, et que effectivement notre classe dirigeante, ceux qui nous dirigent, ceux qui sont chargés de donner des indicateurs, ne donnent pas les indicateurs d'illettrisme, ne donnent pas les indicateurs d'illettrisme à l'entrée des universités. Donc effectivement, nous avons des populations qui arrivent massivement à l'université avec 90% de bacheliers, mais qui n'ont pas le niveau. Voilà. Et alors que à l'époque, il y a des années 60, 50, 60, 70, même jusqu'en 1980, le niveau de la population générale était élevé, quels que soient les métiers. Que vous soyez agriculteur, ouvrier, employé,
employé dans une entreprise de service ou une industrie, tout le monde savait parfaitement lire, calculer, compter. Et les entreprises avaient du personnel par définition même qualifié, parce que l'objectif de l'éducation nationale, c'est justement de former des gens qualifiés, pour que ces gens qualifiés participent pleinement au rayonnement de l'économie d'un pays, à sa croissance économique et à l'emploi par la suite. On est vraiment dans une approche complètement systémique pour le coup. Donc effectivement, moi ce que je regrette, parce que vous avez posé la question, et regardez ce que je mets sur le tableau, je dirais qu'il serait quand même utile que les organismes gouvernementaux présentent des études complètes sur les niveaux de capital humain des Français entre les années 1940 et 1980, et fassent une comparaison tout simplement entre la période 1980-2020. C'est 40 ans, 40 ans. Donc on verra effectivement quel est le niveau actuel du capital humain, et notamment de la masse la plus importante, parce que dans une élite, il y aura toujours une élite. Mais ce qui compte, c'est d'avoir une élite qui sera toujours 1 ou 2% des gens extrêmement qualifiés, et puis le grand nombre qui est aussi qualifié. Bien, et en plus, dans des métiers spécifiques par rapport aux compétences des uns et des autres. Alors, Philippe Narassiguin, c'est vrai que ce sujet est tellement important qu'on prend le temps quand même Bien sûr, c'est vraiment très très important. En plus, c'est le cœur de notre métier. L'université, on est au cœur. Donc là, on en discute. C'est une évaluation qu'on demande. Du niveau du capital humain. Vous parlez de solde migratoire. Vous parlez de solde migratoire, donc c'est aussi les jeunes réunionnais ou les réunionnais qui vont se former à l'extérieur, qui ne reviennent pas forcément, effectivement. Ce solde migratoire est négatif. Ce sont malheureusement souvent les gens les plus qualifiés qui partent, et on le voit aujourd'hui à l'université. Beaucoup de gens qui ont le bac, les meilleurs souvent, partent dans les grandes écoles en France en classe préparatoire et ne restent pas à La Réunion dès la première année. C'est-à-dire que les gens ne font même pas une année à l'université de La Réunion. Mais c'est pareil partout, je veux dire. Il y a les meilleurs dans les régions, ils ne partent pas dans leurs universités, ils vont en classe préparatoire, ingénieurs, école de commerce, etc. Donc c'est un phénomène qui n'est pas très français, spécifiquement, en plus, ce n'est pas spécifiquement réunionnais, c'est aussi national. Voilà, on est en train, nous en tout cas, en ce qui nous concerne, puisqu'on parle de La Réunion et de ce fameux dividende démographique, le dividende démographique n'existe que si le niveau du capital humain s'élève d'année en année. On peut avoir une population très jeune, mais rater le tournant du dividende démographique, parce que la population est illettrée, parce que la population n'est pas formée, parce que la population a des diplômes qui ne sont pas au niveau requis. Je rappelle quand même qu'on est dans une compétition internationale. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà. Très bien. Alors, je pense que ce point, on l'aura compris, est d'abord plus que très important, c'est qu'il est essentiel pour la compétitivité, pour le développement économique. Je vous propose qu'on passe au deuxième indicateur. Vous souhaitiez nous présenter, effectivement, nous parler du produit intérieur brut. C'est un sujet qu'on a déjà vu de nombreuses fois. Je ne vais pas insister là-dessus, c'est un sujet qu'on a vu. Il faut savoir simplement, pour ceux qui regardent nos émissions, que le produit intérieur brut, on le calcule comment? En faisant la somme des valeurs ajoutées des entreprises marchandes et non marchandes. Et je prends un exemple. Quand on calcule la croissance économique, là, je crois qu'on reste. Il faut changer on est sur la bonne diapo. Sur la bonne diapo. Donc, si on prend le montant de la valeur ajoutée de 100 milliards d'euros à l'année 1, que ce montant passe à 102 milliards d'euros, effectivement, on aura un accroissement de valeur ajoutée de 2%, ce qui fait grosso modo un accroissement du PIB de 2%, et donc une croissance économique de 2%. Donc, valeur ajoutée égale, si on peut dire, PIB égale croissance. Alors, le PIB, comment est-ce qu'on compare, Philippe Narassiguin par exemple? Alors, on a l'occasion de discuter le PIB à parité de pouvoir d'achat, par exemple. Comment est-ce qu'on va comparer Maurice, les différentes, par exemple? Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que là, on va. C'est un petit peu compliqué, mais c'est intéressant disons qu'il faudrait faire une émission spéciale sur le PIB PPA parce que c'est vraiment un gros morceau, quoi. D'accord. C'est par rapport au niveau de vie. On tient compte du niveau de vie, effectivement, du niveau de. Voilà. Régional. Ça, c'est important de vie, de et des prix. Et des prix. 2000 euros ici, c'est pas 2000 euros avec, je sais pas, ou même 1000 euros ici, si on compare par rapport à l'île Maurice, puisque vous avez avec le taux de change, etc. Avec le taux de change, etc., ça fait 50 000 roupies ou 45 000 roupies, ça dépend du taux de change. Et donc là, il faut voir le panier de la ménagère. Avec 1000 euros ici à La Réunion, qu'est-ce qu'on achète vraiment? Et avec 45 000 roupies à Maurice, qu'est-ce qu'on achète réellement? Voilà, c'est ça en fait la PPA. Donc le FMI a réévalué tous les PPA parce que les PIB étaient donnés en valeur dollar, d'accord,
Et donc, ce qu'il faut, c'est des PIB, bien sûr, En PPA. En PPA, c'est-à-dire par rapport au niveau de vie, par rapport au prix qu'il y a dans le pays. Voilà. C'est important de le préciser. Et merci d'avoir donc précisé ce à quoi ça correspondait. Alors du coup, ce PIB, comment il se structure Alors, ce PIB, bon là c'est l'équilibre emploi-ressources que tous les économistes connaissent bien, même en première ou en deuxième année ils le font. C'est toujours les ressources et le PIB, le produit intérieur brut, ce que nous produisons, plus bien sûr les importations. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces ressources, hein? On consomme, on investit, hein, ce qu'on appelle formation brute de capital fixe. Par exemple, justement, ça c'est un terme spécifique de la comptabilité nationale. Hein. En comptabilité nationale, on dit pas investissement. Hein. On dit toujours formation brute de capital fixe. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces ressources? On va les employer. On va les employer à consommer, à investir et éventuellement à exporter si on est compétitif. Mais on verra justement que ça pose un problème. Parce que là, on a un déséquilibre au niveau de l'allocation des emplois des ressources. Voilà. La consommation est fortement représentée, alors qu'elle est surpondérée en quelque sorte, alors qu'effectivement, l'investissement et surtout nos exportations sont sous-représentées. Quand on dit investissement global, indicateur macroéconomique global, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on avait plus d'entreprises, globalement, si on agrège la somme des investissements de chaque entreprise à la fin de l'année, on aurait eu beaucoup plus d'emplois, beaucoup plus de salariés, beaucoup plus de valeur ajoutée produite. Voilà. Donc c'est important d'avoir les deux indicateurs. Donc nos ressources sont employées malheureusement très largement à consommer. C'est ça. Alors, voilà. Est-ce que ça pose un problème? Enfin, pour un développement économique, quelle serait la recette idéale? La recette idéale, c'est investir, exporter par exemple, hein, et avoir une balance commerciale, on le verra par la suite. Donc aujourd'hui, l'investissement est insuffisant. L'investissement est insuffisant, ou alors il se fait dans... alors, il faut voir ce qu'on a mis effectivement d'investissement, mais logiquement, on devrait avoir beaucoup plus d'investissement dans les entreprises. Hein, acquisition de matériel, augmentation de la capacité de production, augmentation du nombre d'emplois. Tout ça, ça fait partie effectivement de l'investissement, enfin les conséquences de l'investissement qui s'accroît, l'investissement global qui s'accroît. Et là, on passe finalement la plupart de nos ressources sont employées malheureusement à consommer. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'on voit évidemment le montant de nos importations. D'accord? Donc, comme on importe beaucoup, qu'est-ce qu'on va faire? On va beaucoup consommer. Ce qui se traduit d'ailleurs par un poids excessif des services marchands, du commerce. 38,7% du PIB. Le poids des services marchands de notre PIB, c'est 38,7%. On pourrait dire pratiquement 40%. Ce qui, à mon avis, est excessif. Excessif, 36% pour les administrations, ça vous paraît... Et voilà, et encore plus excessif, parce que là, effectivement, on a aussi un poids très excessif. Ça veut dire qu'on donne des salaires, on rémunère une fonction publique. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Comme elle ne le produit pas par définition, elle ne produit pas de biens et de services. Elle produit des services publics. Elle produit des services publics non marchands, mais à travers la collecte des impôts, donc de la richesse prélevée sur le secteur marchand. Il ne faut pas l'oublier. D'accord? Oui. Donc, une fonction publique efficace, c'est une fonction... Alors là, les fonctionnaires payent des impôts aussi. Oui, donc, sauf qu'une fonction publique efficace, là, la taille de l'État en France, et là, c'est le gros problème de la réforme de l'État, et la comparaison par rapport à ce qui se fait en Europe. Si vous avez 1000 personnes qui font ce que nous, on fait avec 2000 personnes, ça veut dire qu'il y a un problème de dimension. Vous avez cette capacité à faire un diagnostic économique sur une structure économique. C'est ça l'intérêt. C'est-à-dire que là, on est sur 36% par exemple pour l'administration publique. Quel serait le poids, on va dire, qui permettrait d'avoir une économie saine, entre guillemets? Là, on peut pas le dire parce qu'il faut vraiment faire l'étude et faire des comparaisons. C'est-à-dire, on sait, il y a des instituts en France qui le font très très bien. Je ne vais pas en citer parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'occupent à mesurer ces points-là et ils font des comparaisons tout simplement inter-européennes en disant, mais pourquoi nous, par exemple, nous avons 36 000 communes en France et que dans d'autres pays, il y a beaucoup moins. Pourquoi nous avons l'administration publique en Allemagne, par exemple. Pourquoi nous avons différents niveaux de collectivité territoriale alors qu'en Allemagne, vous avez l'État et les Länder, point. Et les communes, mais bon, et même le niveau des communes c'est complètement réduit, c'est complètement contracté en Allemagne. Je prends la réunification monétaire, la réunification allemande, il y a eu une rationalisation des dépenses publiques.
Donc, parce que maintenant, il y a Internet. Donc, effectivement, c'est le problème français, mais ça On nécessite revient, mais aussi... c'est vrai que dans l'administration publique, vous placez l'éducation aussi, par exemple. On place éducation, mais alors, c'est l'autre problème. Moi, je suis d'accord pour avoir au contraire, il faut avoir un système éducatif, mais à condition qu'il soit performant, qu'il ne produise pas des gens pratiquement laissés au bord de la route et ne pouvant pas être employés dans les entreprises. D'accord? Donc ça, c'est l'évaluation. Ça, c'est une branche de l'économie publique, c'est l'évaluation de toute la contribution des administrations publiques à, par exemple, la croissance économique, parce que au fond, les administrations publiques doivent contribuer, bien sûr, à la croissance économique, à l'emploi qualifié, à la création de valeur ajoutée dans les entreprises. Et là, vous avez pris un point qu'on a déjà développé auparavant, c'est le problème du système éducatif. Du système éducatif et du capital humain. Enfin, la boucle est bouclée. Si on continue donc sur cette question des différents secteurs de l'économie réunionnaise, alors comment est-ce que ça se décompose? J'ai parlé des services marchands et non marchands, donc vous voyez qu'il y a une surpondération des services marchands et non marchands. Par contre, effectivement, une sous-pondération de l'agriculture, 1,90% du PIB. De l'industrie, on a une petite industrie qui est pas mal. On l'avait vu dans les webinaires qu'on avait fait il y a 2 ans, je crois, je ne sais plus exactement, en 2021, je crois. 4,7%. Donc il y a quand même 18 000 emplois industriels à La Réunion. Le secteur de l'énergie, du BTP. Le BTP, on a aussi une branche construction, mais malheureusement, avec les problèmes que rencontre le BTP, on a eu une contraction importante, significative d'emplois depuis une quinzaine d'années, 5,8%. Et le commerce, 11,1%. Donc vous voyez que la part de la production finalement dans le PIB, de la valeur ajoutée produite, que ce soit au niveau industriel, au niveau de l'énergie, au niveau du BTP, au niveau de l'agriculture, cette part elle est quand même relativement réduite par rapport aux deux pôles qu'on voit là, c'est-à-dire les services marchands et les services non marchands. Et ça pose un problème. Oui, et c'est aussi le problème français en fait. Nos problèmes à nous, en plus, nous avons des contraintes de territoire et de population. Nous sommes une petite population et nous n'avons pas de marché extérieur. Quand vous avez une petite population, vous n'avez pas d'économie d'échelle. Quand vous êtes en France, vous pouvez au moins exporter sur l'Italie ou sur l'Espagne ou sur le Portugal ou sur l'Allemagne. Nous avons effectivement un territoire contraint. Contraint au niveau de la superficie, contraint au niveau démographique, une double contrainte. Ça, c'est la spécificité insulaire. Et donc, c'est d'ailleurs étonnant que l'agriculture, par exemple, on pourrait se dire, si on voulait tendre vers une autosuffisance alimentaire à La Réunion, il faudrait que ce secteur-là se développe. Oui, tout à fait. Idem pour l'énergie. Alors ça, on va le voir sur les filières. On verra plus tard sur les filières, d'accord. Là, il y a plutôt un bon diagnostic. Parce que malgré l'étroitesse du territoire et malgré le fait de ne pas pouvoir exporter quasiment, La Réunion est relativement performante. Ça, je l'ai déjà dit d'ailleurs. Alors, on y reviendra donc un peu plus tard pour dans la deuxième partie. Donc, en termes macroéconomiques, d'indicateurs macroéconomiques, l'emploi et le chômage. L'emploi et le chômage, donc, on l'a vu. Nombre d'actifs, 325 000 personnes, mais nombre de chômeurs, donc la population qui ne travaille pas, 126 000 personnes, donc un taux de chômage important. On parle bien sûr de chômage de masse, de 18%. Et c'est un chômage massif, le taux d'activité des 15-64 ans étant faible à La Réunion par rapport à la France métropolitaine, 59% contre 73%. Alors, Philippe, et puis, effectivement, nous avons 82 000 titulaires de la fonction publique, qui fait un tiers, ce qui fait un tiers quand même de l'emploi salarié. Un tiers de l'emploi salarié, donc avec des titulaires de la fonction publique, un chômage à 18%, vous précisez en catégorie A. Alors, effectivement, oui, on l'avait déjà vu, ces catégories par ailleurs, notamment dans le MOOC Questions économiques contemporaines. Oui. Il y a différentes catégories en France, mais il y a aussi le halo du chômage, c'est-à-dire que les gens qui ne pointent pas à Pôle emploi, qui ne s'enregistrent pas à Pôle emploi. Et si on prend le halo du chômage, il y aurait beaucoup plus de chômeurs en réalité. Sans compter les catégories B, qui sont classées par l'INSEE comme demandeurs d'emploi, mais qui en réalité, en fait, quand même font des emplois à un nombre d'heures réduit, en fait. Voilà. Mais Philippe, il y a 18% de chômage, c'est considérable. C'est considérable. Et c'est pour ça que je vous dis, il y a deux façons de voir. Si on repart sur si on reprend le slide, vous voyez, c'est 126 000 personnes. C'est du capital humain. Totalement inutilisé.
et qui vit néanmoins d'aide, d'allocations, etc. Or, si vous aviez ces 126 000, 100 000 qui étaient employés dans le tissu économique du secteur privé, vous vous rendez compte les conséquences en termes de création, les conséquences en termes de valeur ajoutée produite par le secteur marchand, d'impôts collectés par l'État, de cotisations sociales collectées par les administrations de sécurité sociale. Et donc, évidemment, nous n'aurions pas le schéma de la diapositive d'avant. Nous aurions eu un équilibre beaucoup plus important que les secteurs. Vous auriez eu, par exemple, secteur industriel, au lieu de 4,7%, 10,5%. Agriculture, pareil. Oui, mais Énergie, pareil, etc. Donc, BTP, pareil. Donc, vous voyez, là, c'est un gros problème, parce que vous avez un capital humain qui n'est pas utilisé. Et encore, on n'ajoute pas le halo du chômage. et oui, on n'ajoute pas le halo du chômage, mais quand même un capital humain à 126 000 personnes, on entend souvent, mais nous on veut de l'emploi. Il n'y a pas d'emploi, donc il n'y a pas suffisamment de création d'emplois. Il n'y a pas de création d'emplois parce que vous le savez très bien, comment vivent les entreprises. Nous allons le voir, un tissu économique extrêmement fragile, des entreprises surendettées, des taux de marge très faibles. Mais ça, on l'a tellement dit, j'ai tellement dit. Et du coup, qui hésitent à créer des Mais emplois. qui ne peuvent pas. C'est pas qu'elles hésitent, c'est que le chef d'entreprise, il est contraint par les niveaux d'imposition qui est un des plus forts, le plus fort sans doute en Europe aujourd'hui. Bon, le taux de marge, effectivement. De marge, au Danemark, on dit que le niveau d'imposition est très, très, très fort au Danemark, mais n'oublie pas que le taux de marge, il est très fort en Allemagne, sauf que le niveau d'imposition des personnes physiques est fort, c'est vrai. Peut-être, bon. Mais les entreprises danoises ne sont pas pénalisées comme le sont les entreprises françaises par rapport à l'ensemble des entreprises européennes. Quand les entreprises européennes font 40, 42, 44% de taux de marge, nous on fait 25 à 27%. Alors, quel est le problème? C'est la fiscalité? Je l'ai déjà démontré à mais plusieurs reprises. il faut le rappeler pour les personnes qui n'auraient pas vu. Ce qu'on appelle les fameux impôts de production, c'est le taux de marge. Je rappelle, je ne vais pas encore rappeler la définition du taux de marge, c'est la fiscalité et les cotisations sociales qui pèsent sur le travail. Très bien. Philippe Narassiguin. Et le salarié aurait pu être beaucoup plus rémunéré si effectivement nous avions un chômage résiduel. Parce que à ce moment-là, nous aurions eu un niveau de cotisation beaucoup plus faible. Parce que là, les cotisations financent tout finalement. C'est ça le problème. Nous invitons les personnes qui nous regardent, qui n'auraient pas suivi soit les émissions, soit les deux MOOC que vous avez proposés, à vous référer effectivement sur ces questions-là, puisqu'ils ont déjà été abordés en détail dans d'autres émissions. Donc n'hésitez pas à aller vous documenter, c'est très très intéressant. Continuons donc sur cette partie emploi et chômage. Apparemment quand même, on est sur quelque chose de positif, il y a quand même de la création d'emplois. Alors il y a eu une création d'emplois, c'est vrai. Il y a eu 13 300 emplois créés en 2021, mais il y a aussi une aide exceptionnelle à l'embauche par le biais des contrats d'apprentissage. Et donc là, il faut vraiment voir si ces contrats d'embauche se transforment finalement dans la réalité en contrat à durée indéterminée, en CDI, ou alors si justement, malheureusement, les entreprises ont pris ces personnes qui peut-être ont quitté au bout de 6 mois, et après on a donné de l'argent sans par la suite avoir le bénéfice de l'argent de cet investissement capital humain finalement qui a été dépensé par l'argent de nos impôts. Quand on dit l'État, il ne faut pas oublier que c'est l'argent de nos impôts. Oui, c'est forcément à un moment donné, de toute façon, il faut trouver l'argent quelque part. Donc les contrats d'apprentissage ont été favorables, les contrats aidés. Voilà. Alors maintenant, la question des non-salariés, donc sont toutes les personnes qui produisent, ont une activité. C'est le non-salariat qui est très important à La Réunion. Les travailleurs indépendants, regardez, c'est quand même l'emploi des non-salariés, 38 000 personnes, travailleurs indépendants, profession libérale, artisans, dirigeants non-salariés, les aides familiaux aussi aux non-salariés, etc. Donc vous voyez qu'il y a quand même un secteur de l'économie constitué de non-salariés. Très bien, mais je pense que là vraiment on a des informations très très intéressantes. On voit la répartition, d'ailleurs on a vu la répartition. Ouais. Alors maintenant, enfin donc un autre indicateur économique très important, il y a une petite faute là, extérieure, c'est sans E bien sûr, échange, petite faute d'orthographe, échange extérieur, donc là, il n'y a pas vraiment de bonnes nouvelles, il y a un déséquilibre énorme, colossal, entre le niveau de nos exportations et le niveau de nos importations. Notre taux de couverture est de 6%, c'est-à-dire le ratio exportation sur importation, mais il est très très faible, il est même en 2021 de 6%, c'est ça, 5,41 et 6% par la suite. Nous avons une balance commerciale
extrêmement déficitaire. Si on prend le dernier chiffre, 2021, moins 5,1 milliards d'euros. Donc c'est vraiment énorme. Donc en plus avec un accroissement de ce déficit. D'accord. Ce que j'expliquais, tout est cohérent avec, rappelez-vous, le tableau emploi-ressources qu'on avait vu. Donc tout est cohérent avec ce tableau qu'on avait vu auparavant. Donc nous passons notre temps à consommer, mais finalement, nos entreprises qui sont courageuses, il faut le dire, n'arrivent pas à grandir. Oui, parce que du coup, on le voit à La Réunion, quand même, l'activité, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Mais ce sont des micro-entreprises. Les entreprises sont trop petites. On va le voir. D'accord. Dans la partie on micro-économique. verra dans la partie micro. Tout à fait. Très bien. Alors continuons sur cette question. Donc les importations et les exportations. Apparemment, donc vous précisez qu'il y a un déficit commercial qui est extrêmement déficitaire, extrêmement important en fait. Important, oui. La Réunion est une terre d'importation, essentiellement. Oui, à mon avis, comme tous les départements et territoires d'outre-mer. Mais avec des spécificités où il y a un secteur privé qui est dynamique, un secteur santé qui est dynamique, des cliniques privées qui sont dynamiques. On l'a montré aussi, ça je ne reviendrai pas parce qu'on a fait des webinaires là-dessus, qui montrent quand même le caractère performant de la Réunion par rapport à d'autres, et par rapport même à l'ensemble des départements et territoires d'outre-mer. N'oubliez pas que la Réunion, à elle seule, le PIB de la Réunion sur le PIB cumulé de l'ensemble des départements et territoires d'outre-mer, fait 51%. Donc le poids économique de la Réunion est quand même considérable. Et grâce justement à toutes ces entreprises, ces micro-entreprises qu'il y a à la Réunion et cette activité qui n'arrête pas, comme vous dites, si bien. Alors, les importations, donc ça concerne quel type de biens et services? Évidemment, les voitures, les importations. Là, cette balance commerciale, c'est tout ce qui est marchandises, que ce soit marchandises agricoles, agroalimentaires, tout ce que vous voyez dans les grandes surfaces en termes de conserve, de boîtes de conserve, etc., y compris les produits conditionnés venant d'agriculture. Oui, évidemment, après là, vous avez tout l'électroménager, vous avez tout ce qui est montre, chemises, pantalons, vêtements, textiles, voitures, motos, tout ça, ce sont les importations de marchandises, bien évidemment. Très bien, et sur les exportations, alors du coup... les exportations sont vraiment très faibles, toujours, on est dans un schéma, d'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai mis là, on est quand même dans un schéma de spécialisation coloniale, on reste toujours sur le sucre, le rhum, et puis on a aussi des produits de réexportation, qui ne sont pas vraiment très... là aussi c'est très faible, parce que on exporte sur Mayotte, mais ce sont des voitures de tourisme qui sont déjà à La Réunion et qui ont réexporté sur Mayotte, pareil pour Madagascar, etc. Madagascar, c'est plutôt des aliments destinés aux élevages de crevettes, etc. Donc vous voyez que là, on a un gros problème au niveau de nos exportations. Il faudrait que ça évolue. Comment est-ce que ça pourrait évoluer? Ça revaloriser. J'ai un webinaire, il faudrait qu'on parle justement de la stratégie économique de l'État. J'ai dit à plusieurs reprises que l'État n'avait pas de stratégie économique, ni pour la France, ni pour les départements et les territoires d'outre-mer. C'est dramatique. Pourquoi on a abandonné la filière nucléaire? Vous me posez la question, c'est pas moi, c'est aux responsables. Pourquoi on a abandonné la filière nucléaire? Oui, ça c'est une question qui est d'autant plus d'actualité aujourd'hui. Voilà, donc je veux dire, ça c'est des stratégies. Oui, mais ça c'est des stratégies économiques. Je ne cesse de dire que tous les pays du monde ont des stratégies économiques. Nous devenons de plus en plus un pays très isolé. Nous n'avons pas de stratégie économique. Stratégie économique, c'est 5 ans, 10 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. À tous les niveaux, voire plus, y compris au niveau des infrastructures, et surtout au niveau des infrastructures. Quand on fait des infrastructures, c'est pour 25 à 40 ans minimum. Bon, là, je pense que le message va être entendu, là. Effectivement. Alors, Philippe Narassiguin, on arrive on continue donc sur ces échanges extérieurs. Donc, il y a quand même une coopération régionale. Donc, c'est vraiment quelque chose aussi qui est considéré comme très important. Est-ce qu'il y a une sorte de zone de libre-échange qui pourrait être mise en place? Qu'est-ce qui serait intéressant? Oui, mais on parle beaucoup. Là encore, c'est un mythe. Cette coopération sur le plan économique régional, c'est un mythe. Si l'on regarde les statistiques, on l'a vu tout à l'heure, d'ailleurs, c'est quoi les exportations de la Réunion, c'est quoi les importations de la Réunion, c'est vraiment pas beaucoup de choses. Et la COI, si on prend la COI dont on parle tout le temps, Commission de l'Océan Indien, les pays de la COI, exportation 5,3%, importation, on importe, la COI pèse pour 0,8% de nos importations. Donc, et en plus, on l'a vu, ces exportations de la Réunion consistent essentiellement en des réexportations. Donc en réalité, cette coopération régionale est un mythe, elle n'existe pas au niveau des échanges intra-régionaux. Précision, vous parlez de réexportation. Est-ce que vous pourriez préciser? Mais je l'ai vu, je l'ai dit tout à l'heure. C'est tout ce qui est voitures exportées, c'est tout ce qui... C'est-à-dire voitures qui arrivent à La Réunion, et qui sont ensuite réexportées vers Mayotte, etc. Donc, au passage, qu'est-ce qui... Voilà, on l'a vu juste dans le slide. Mais en fait, c'est vrai que c'est important de repréciser. Voilà. On n'a pas passé beaucoup de temps. Donc l'intégration, parce que en fait, qu'est-ce que cela veut dire pour un économiste? Quand on regarde ces statistiques,
C'est-à-dire que quand on parle à longueur de journée sur les médias, à la Réunion, etc., de la coopération régionale, ça veut dire que pour nous, économistes, si je regarde les chiffres tout simplement, et les chiffres de longue tendance en plus, l'intégration économique n'existe pas. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire, Philippe Narassiguin, au niveau ça, des pays de la COI? Ça fait l'objet d'un... ça rentre, toutes les questions que vous me posez, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça rentre dans un webinaire spécial, si vous voulez, sur les stratégies économiques de la Réunion. D'accord. Alors, je pense que là, justement... Et ça fait partie de la politique économique, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas mélanger les domaines. Très bien. Donc, on en reparlera. On est amené à en reparler dans d'autres causes. Un jour, oui. Eh bien, Philippe Narassiguin, je pense qu'on arrive au terme de cette première partie extrêmement passionnante. On aura envie d'approfondir, de creuser. Là, j'ai envie de vous titiller sur un certain nombre de sujets. Comment est-ce qu'on pourrait conclure cette première partie? Bilan macroéconomique qui n'est pas satisfaisant. Et on l'a vu. Pourquoi? Secteur déséquilibré, notamment au niveau des secteurs productifs sur le plan macroéconomique. Voilà, ça c'est vraiment la conclusion la plus importante. Après, on a vu aussi d'autres aspects, non-compétitivité de la Réunion par manque d'exportation réelle, si ce n'est que quelques réexportations, et puis les filières traditionnelles de rhum et de sucre depuis la période coloniale, en quelque sorte. Donc ça, notre structure de spécialisation économique n'a pas changé. Donc vous voyez que c'est un bilan qui n'est pas favorable sur le plan macroéconomique. Mais heureusement que là, on va prendre le niveau microéconomique des entreprises. Heureusement que nous avons un tissu économique qui est quand même dynamique, même si nos entreprises sont extrêmement petites et fragiles. Merci Philippe Narassiguin. Donc rendez-vous pour une deuxième partie où nous allons nous intéresser aux indicateurs microéconomiques et les filières d'activité. À très vite pour cette deuxième partie.